au sein du groupe Accor au siège de Paris. Merci Clément. Cédric? Oui, bonjour à tous. Donc, Cédric Le Savéan, donc je suis chez Technicolor. Je suis en charge de tous les aspects transformation digitale ou pas digitale pour tout ce qui est sourcing, procurement P2P et supply chain. Mathieu? Oui, bonjour à tous, Mathieu Huven. Je suis directeur achat et approvisionnement de GRDF, donc le distributeur de gaz en France, filiale du groupe Engie. Moi, j'ai plutôt une carrière orientée opération. J'ai été beaucoup dans des activités d'exploitation, enfin d'opération de réseau et puis des activités commerciales au sein du groupe. Et j'ai intégré la filière achat il y a 2 ans et demi à peu près, au début de l'année 2018, pour prendre la responsabilité de la direction achat de la filiale, donc GRDF. Très bien, Xavier? Oui, bonjour à toutes et à tous, Xavier Claire. Ravi d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Moi, je suis senior manager au sein du bureau de Paris d'Argon & Co. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience en transformation des organisations achats et j'interviens en particulier avec Aldric sur des projets de digitalisation des achats. Parfait. Donc, pour clore, donc moi, je suis Aldric Vignon, je suis un des associés d'Argon & Co à Paris, plus particulièrement en charge des problématiques autour de la performance des achats et de la relation fournisseur. Avant de démarrer, comme vous allez le voir, on a tenu dans cette heure d'échange à avoir des choses assez concrètes à échanger avec vous, et que Clément, Cédric et Mathieu vont partager. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette heure, vous pourrez repartir avec des choses concrètes quand on vous parlera de place de marché, d'intelligence artificielle, de digital factory, de chatbot, de RPA, etc., pour qu'on passe de choses un peu théoriques ou qu'on peut lire un peu partout à des choses un peu concrètes avec voilà, à la fois Clément, Cédric et Mathieu qui l'ont concrètement réalisé. Comment va se dérouler ce webinaire? Donc, après ce tour de table, je vais présenter Argon & Co assez rapidement et puis j'essaierai de dresser en quelques mots pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on pense collectivement que c'est le bon moment pour que les achats repensent leur offre de service et comment est-ce que les opportunités digitales permettent d'y arriver. Après, Cédric prendra la parole pour nous décrire un peu cette transformation chez Technicolor avec 2 éclairages particuliers, un autour de la gestion des données et de l'importance de la donnée dans cette transformation et puis un deuxième zoom sur la catégorie C, tout en nous expliquant sa devise, si je peux me permettre, Cédric, autour du 100% digital, 100% humain, pour voilà, caractériser ces transformations. Clément ensuite nous montrera comment finalement chez Accor on peut transformer la relation client-fournisseur avec des cas concrets d'utilisation de machine learning, d'intelligence artificielle et puis aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce que Clément a décidé d'avoir sa propre Digital Factory pour répondre à certains de ces problématiques métiers claires et impactantes pour la relation entre les hôteliers et les fournisseurs. Et enfin, Mathieu nous partagera son retour d'expérience qui est, je pense, assez enrichissant de comment rebondir sur une première vague de transformation mal engagée pour voilà, gagner en sérénité et se recentrer sur l'essentiel. Enfin, on finira avant les questions-réponses par un échange piloté par Xavier sur la perception qu'on a, nous, sur la base d'un outil d'évaluation de la performance digitale achat de nos clients, qu'on a pu tester sur une vingtaine de clients aujourd'hui et on vous fera un retour détaillé des principaux enseignements. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour qu'on soit le plus fluide possible. Alors, en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Argon & Co, on est un cabinet de conseil indépendant créé en 2001. On est 270 consultants dans le monde, présents dans 8 pays. Aujourd'hui, on aide nos clients à essayer d'atteindre des avantages compétitifs durables à travers la transformation et la stratégie de leurs opérations, avec une volonté affichée d'être très proche du terrain et d'accompagner nos clients dans leur transformation quotidienne.
On couvre l'ensemble de la chaîne opérationnelle, donc depuis la conception des produits et des services, en passant par l'excellence des achats dont on va parler aujourd'hui, la production industrielle, la planification des opérations, la logistique, l'efficacité et fonctions support, RH, finance notamment, le pilotage de la performance et puis toute la transformation humaine qui va autour des transformations que j'évoquais. Comme certains, comme Clément par exemple, on a aussi mis le digital au cœur de nos transformations puisqu'on s'est aussi doté de notre propre Digital Factory qui nous permet d'apporter des compléments de savoir-faire à nos clients. Si je fais un zoom rapide sur les achats, aujourd'hui on intervient sur 4 grandes thématiques. La première autour de la résilience et de la compétitivité des achats et des fournisseurs. On y reviendra, un des grands sujets du moment. Deuxième thème autour de l'agilité et de la performance des organisations achats. On travaille de plus en plus sur les problématiques d'achat durable et de comment transformer la manière d'acheter pour intégrer toutes nos problématiques RSE. Et puis l'impact du digital dans la transformation de l'offre de services des achats. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à notre sens, on pense que c'est le bon moment pour se reposer des questions autour de l'offre de services des achats? 3 premiers points que je voulais partager avec vous. On a un contexte aujourd'hui qui est assez favorable puisque la crise qu'on a vue et qu'on subit encore a montré que la compétitivité et la résilience des supply chains étaient les vrais sujets au cœur des problématiques des décideurs et que les achats doivent avoir un modèle de plus en plus réactif et de plus en plus agile. Comme je disais, les attentes des dirigeants ont évolué et je pense qu'on le partagera tous. Aujourd'hui, on est passé d'attendre des achats d'une entité qui est capable de préserver, piloter des processus d'engagement de l'entreprise et de se focaliser sur les prix à des choses beaucoup plus larges qui retrouvent de la résilience, de la réactivité, de l'innovation, de poser la valeur aux bons endroits. Et aujourd'hui, ces nouvelles attentes, à notre sens, nécessitent une refonte de l'offre de valeur des achats. Et enfin, le digital, et notamment le digital pour la fonction achat, aujourd'hui est un secteur en ébullition. Je ne citerai pas Evalua qui a eu un prix très récemment de licorne française, Miracle, on y reviendra tout à l'heure, qui peut être un fournisseur important qui a fait une levée de fonds. Il y a énormément de fonds et d'investisseurs aujourd'hui qui se positionnent sur tout cet écosystème et qui permet aujourd'hui, on va le voir, de rendre pas mal de rêves achats accessibles et de se transformer parce que voilà, des offres de services nouvelles apparaissent. Avant de rentrer dans le détail de nos trois témoins, je voulais aussi partager avec vous trois éléments qui, moi, me paraissent importants dans la transformation de l'offre de service. Aujourd'hui, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on l'entend beaucoup, la donnée est un des grands moteurs de la transformation. La transparence de la donnée, l'accessibilité à la donnée, on le verra avec Clément, comment est-ce que cette donnée est capable de nous donner de la visibilité qu'on n'a pas aujourd'hui pour aller plus loin. Et ça, c'est une des clés de la transformation et de ce qu'on attend aujourd'hui des achats qui ont encore beaucoup d'organisations dans lesquelles ces données restent propriétaires, peu partagées, pas tout à fait le même langage. Deuxième point important de transformation, c'est que ma conviction, et je pense que les 3 exemples le démontreront, c'est que la technologie permet aujourd'hui de se recentrer sur là où est la valeur des achats, mais de manière vraiment concrète et opérationnelle, et aujourd'hui permet aussi de mettre en œuvre des leviers auxquels on avait peu ou pas accès avant. Et enfin, un point clé, c'est que l'écosystème que les achats doivent piloter aujourd'hui devient de plus en plus dynamique, de plus en plus riche et de plus en plus hétérogène. On a des fournisseurs qui changent de business model. Vous avez dû tous le voir, certains de vos fournisseurs qui vous vendaient des produits et qui maintenant vous vendent du service. On a des nouveaux acteurs avec les places de marché qui viennent se positionner. Et donc, toute cette relation avec l'écosystème doit être repensée ou en tout cas est un facteur important de ce mouvement que les achats doivent opérer sur leur offre de services, à la fois vers l'interne, mais aussi vers les fournisseurs. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous. Ce que je vous propose, c'est maintenant de rentrer dans des cas concrets et de commencer par Technicolor et par Cédric. OK. Alors, il y a un petit slide là, qui présente rapidement ce que fait Technicolor. Je pense qu'on peut y aller directement. Donc aujourd'hui, Technicolor, et ça va permettre de comprendre un peu la suite, c'est deux grandes divisions.
une première division en fait qu'on appelle Entertainment Services, dont les clients sont les grands studios. Donc ça peut être aussi bien du film que de la série, de la publicité et du jeu. Et une autre division en fait qui est plus axée sur tout ce qui est passerelle d'accès, les box, les décodeurs. Et donc il y a un monde plutôt d'ingénierie et de supply chain, où le premier monde est plutôt un monde de services. Donc Technicolor, ça fait 3,8 milliards de chiffre d'affaires et à peu près 3,4, 3,5 milliards d'achats. Je pense qu'on peut passer. Donc, ce qui était important pour moi dans la transformation, c'est dans les achats, on a déjà opéré un mouvement qui a changé complètement l'organisation. La partie directe, elle est maintenant complètement embarquée dans les business, et toute notre transformation digitale, elle est beaucoup plus axée sur les aspects de supply chain, sur les aspects de risque, maintenant de résilience maintenant. Donc, en fait, ce qui est important pour nous, là, dans notre transformation digitale, c'est vraiment tout ce qui est autour de la collaboration et du partage d'informations au travers de toute la supply chain. Je vais pas détailler cette partie-là, je vais plutôt m'axer sur l'indirect. Et sur la partie indirecte, en fait, on a eu une stratégie complètement différente. L'organisation est encore transverse, mais elle bouge, elle continue de bouger sur un mode plutôt de service envers les utilisateurs ou envers les business. Donc là, ce qui est important pour nous dans la transformation digitale, c'est vraiment de regarder comment on peut gérer le spend d'une façon la plus simple possible et de se rapprocher le plus possible des modèles un peu B2C. Donc, c'était ça notre enjeu, en fait. Donc, pourquoi ça? Parce que nos users, ce qu'on appelle nos utilisateurs, en fait, sont dans un monde direct les opérations, donc là, assez classique. Mais dans l'indirect, en fait, avec nos grands métiers, on a affaire à des ingénieurs, des designers, donc, qui viennent d'un monde plutôt de R&D, ou alors des artistes. Et donc, ces utilisateurs, en fait, sont un peu des natifs digitales. Et c'est une population sur laquelle les technologies, le digital, la façon d'acheter, et dans le quotidien, ils ont ça dans leur quotidien. Donc, nous, il faut absolument mener une révolution. C'est-à-dire les achats tels qu'on a pu les connaître dans cette partie indirecte, avec des listes d'articles réduites, avec des prix qui sont toujours négociés par un acheteur, avec des contrats, etc. Ce monde-là, un peu, nous explose un peu, alors surtout sur la partie classe C. Et donc, nous, ce que j'ai fait, en fait, c'est de dire, OK, aux acheteurs, c'est: est-ce qu'on continue à souffrir parce que c'était arrivé dans un monde comme ça? Est-ce qu'on continue à survivre en termes d'organisation? Ou est-ce qu'on drive la métamorphose que tout ce monde indirect est en train de vivre, en tout cas chez nous? Donc voilà. Donc on a axé ça c'est vraiment une stratégie qui est de procurement as a service. Et donc, autour d'une plateforme, alors on avait déjà implémenté des outils d'e-procurement, des outils d'e-sourcing. Et ce qui était important pour nous, c'était de venir compléter cette offre-là, et complètement embarquer dedans, sur des modes vraiment de service. Donc, du self-service, du service sur tout ce qui est, en fait, le catalogue devient de plus en plus de la marketplace. Donc, pour nous, c'était important. Tout un tas de services comme ça sur lequel je peux, effectivement, comme l'a dit Aymeric tout à l'heure, c'est ce que, pour moi, en fait, ce qui est important, c'était sur la partie data, c'était de pouvoir démocratiser le plus possible la data. Donc, on s'est appuyé sur deux axes. La data chez nous était un monde d'experts. On s'est appuyé sur deux axes. Un axe, en fait, que tout le monde connaît maintenant, c'est le Power BI de Microsoft, faisant partie de sa suite Office, et d'arriver, en fait, à mettre à disposition les données, mais à enlever toute cette couche d'expertise BI qu'on avait, et de rendre dans l'organisation l'accès aux données, et que les gens puissent eux-mêmes construire leurs reports, qu'ils utilisent en fait Power BI comme ils utilisent le tableau croisé dynamique avant.
Donc ça, c'était un axe. L'autre axe, c'était de pouvoir mettre un bot qui permette en fait de répondre à des questions très simples. Donc ce bot qu'on appelle Jim est plugué sur nos données de Spen. Et on peut l'interroger directement dans Teams, dans notre messagerie Teams. On peut directement l'interroger, il va vous répondre sur des questions assez simples sur lesquelles vous n'avez pas besoin de venir vous connecter à des outils de Spen. Donc ça, c'est sur la partie data. Et la partie data, ce qui était important, c'était vraiment pour moi de démocratiser la donnée, de ne pas en faire une affaire d'expert. Sur la deuxième partie, que je prendrai en exemple, c'est sur la partie des classes C, où effectivement, c'était là où c'était un petit peu la bataille. Amazon était déjà, les Amazon ou autres sites Internet étaient déjà utilisés fortement, avec des conflits permanents. Oui, on a trouvé moins cher que vous sur Amazon, avec sans arrêt des policies qui interdisent Amazon, Amazon en passant par, bien sûr, un process d'expense et pas un process d'achat. Donc, l'idée, ça a été de réintégrer complètement Amazon Business. Donc, maintenant, c'est assez courant, mais on l'a fait en 2015, donc c'était assez précurseur. Et on a fait, donc, en mettant à disposition Amazon Business, en fait, ça a changé complètement l'image du sourcing, puisque c'était vraiment un service qu'on menait. Là où on se battait contre, il a fallu faire accepter aux acheteurs que les meilleurs prix ne sont pas forcément ceux qu'on négocie dans des listes restrictives, mais des prix qui sont en fait drivés par la marketplace Amazon. Donc voilà, donc on est vraiment dans la démocratisation des données et dans l'accès le plus possible, d'ouvrir en fait un maximum l'offre de services en interne de Technicolor, en maîtrisant l'ensemble. Hein. L'ensemble passe toujours par des workflows d'approbation, passe toujours par des canaux d'achat qui sont des canaux d'achat sous contrôle, on dirait. Bon, voilà. Cédric, est-ce que tu peux nous dire sur la démocratisation des données, qui sont les principaux questionneurs ou en tout cas partenaires de ton bot aujourd'hui? Alors, en fait, très vite, on s'est étendu aux contrôleurs. Qui en fait avaient des besoins, mais on s'est aussi aperçu qu'en fait les managers, bien sûr en contrôlant l'accès de la donnée, le manager n'a pas un accès comme pourrait avoir un acheteur. Et donc en fait on a une première couche. En fait au départ je voulais déployer uniquement aux acheteurs, et très vite en fait ils se sont mis à l'utiliser devant leurs utilisateurs, devant leurs stakeholders, et les gens ont voulu avoir accès, et donc on a très vite déployé sur la partie sur les financiers, sur des contrôleurs, et derrière sur un certain nombre de managers. Donc après avec une ségrégation des données par entité légale, par business unit, qui sont en fonction des profils des gens. Parfait, merci beaucoup Cédric. Je vous propose de passer à Clément et donc au cas d'accord. Allô, vous m'entendez? Nickel, c'est bon. Très bien, donc je vais vous parler d'Astor, qui est l'organisation internationale achat appartenant au groupe hôtelier d'Accor. Donc notre expertise couvre 100% des besoins des acteurs de l'hospitalité, ou l'hôtellerie-restauration. Donc, si parmi vous, il y a des âmes d'entrepreneurs que la crise ne décourage pas et qui veulent rentrer dans le secteur, contactez-nous. Sachez qu'on a tous les produits et les services qui vous permettent de construire un établissement hôtelier, un restaurant, de le construire, de le gérer au quotidien et de le rénover après. Donc, tout ça, bien sûr, au meilleur prix. Donc, Astor, en quelques mots et en quelques chiffres, c'est à peu près 5000 clients, c'est 2,5 milliards d'euros d'achats cumulés. Et donc, dans les 5000 clients, ce n'est pas uniquement des hôteliers Accor, c'est aussi des hôteliers indépendants, des hôteliers d'autres groupes avec qui on travaille. Ça peut être aussi des casinos, ça peut être différents secteurs de cette activité de l'hospitalité au sens large, qui font appel à nous, qui font appel à nos services, à nos produits. On est présent dans 21 pays, on a 270 experts qui couvrent les 6 grandes familles d'achat qui couvrent les besoins hôteliers, et donc qui sont aussi au service des clients de notre centrale d'achat. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la transformation digitale achat, donc c'est le prochain slide, qui est menée depuis près de 3 ans chez Astor, et je voulais développer peut-être 3 messages clés. La première idée forte, c'est que finalement, cette transformation digitale chez Astor, elle ne flotte pas dans l'air.
elle n'est pas déconnectée, suspendue toute seule, loin de tout business et de toute priorité des métiers. Chez nous, c'est vrai que ça s'inscrit dans une transformation qui est plus large, qui a été initiée et validée par notre groupe CPO et son CODIR, et qui impacte aussi l'ensemble des processus achats de l'organisation des métiers. Et on est vraiment parti d'un diagnostic co-construit avec les équipes sur, il y a 3 ans, on est parti de toutes les problématiques qui étaient remontées dans notre fonctionnement historique, la lourdeur de certaines tâches administratives, le fait qu'on n'était peut-être pas assez centré sur les clients, le marketing de nos offres, les sous-optimisations d'organisation achat entre local, régional, global. Et donc, on a bâti un plan de transfo métier et achat dans lequel le digital, c'était un enabler, une plateforme stratégique. Donc ça, c'était vraiment une conviction de notre leadership, avec derrière un vrai big case et un vrai retour sur investissement dans une logique de centre de profit. Et donc, on a bâti la transfo digitale sur 2 axes métiers. Il y a un premier axe qui est vraiment centré sur l'interne, sur la façon de un peu libérer les énergies de la centrale d'achat, de supprimer un peu ce qui est inutile, faible valeur ajoutée, réorienter vers les tâches à forte valeur ajoutée, le category management, le lien avec le client. Donc, ça passait par plus d'automatisation, notamment sur notre process source to contract, la montée en puissance d'un back-office achat, une des ressources partagées, régionalisées, qui permettrait de gérer toutes nos clauses contractuelles. Et donc, tout ça, pour que ça fonctionne, on a besoin d'outils. On a besoin d'accès à la data, de visualisation de la data. Donc ça, c'est le premier axe, tourné vers l'interne. Le deuxième axe, il est plutôt tourné vers nos clients, qui est plutôt de vraiment faciliter tous les processus opérationnels de nos clients hôteliers, sur l'ensemble du process achat, puis la prise de commande, la découverte de nos offres, le catalogue, la saisie dans les inventaires, la gestion des inventaires, l'optimisation des marges de restauration, être capable de couvrir toutes les briques fonctionnelles dont ont besoin les clients pour créer une vraie expérience utilisateur de bout en bout. Donc, on s'est notamment inspiré du B2C, et des logiques un peu d'Amazon, de Marketplace. On est parti notamment, vous mentionniez tout à l'heure Miracle. Donc, on est parti avec Miracle sur l'approche Marketplace. Et l'idée, c'est vraiment de créer cette sorte d'adhésion, d'expérience utilisateur de bout en bout qui fait qu'on donne envie à nos clients de revenir vers nous et d'utiliser nos solutions parce que c'est simple. Donc, voilà, donc c'est ça la réussite de la transformation digital achat. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est que pour réussir, cette transformation digitale, elle ne peut pas passer pour moi sur une approche applicative qui est monolithique, au sens où on l'entend, où certains acteurs essaient d'imposer depuis plusieurs années, plusieurs dizaines, quinzaines d'années, la vision des solutions de suite all-in-one, où on peut faire confiance à un éditeur pour tout faire de fond en comble, et de réduire magiquement la complexité de nos échanges sur les processus achats. Alors, ma conviction, c'est que les outils dont nous avons besoin sont différents en fonction de à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse au siège? Est-ce qu'on s'adresse aux hôteliers au sein du siège en fonction des différents départements, des entités? Chez Accor, en tout cas, on est du coup parti sur une approche de vraiment d'abord comprendre nos besoins et ensuite de se confronter au marché, de voir ce qui existe, de voir ce qui n'existe pas aussi, et du coup de se construire notre écosystème digital. Donc, on est parti vraiment sur cette idée d'un écosystème applicatif où on va prendre sur chacun de nos process métiers l'outil qui correspond le plus à nos besoins et quand on le trouve pas, on le construit nous-mêmes. Et pour faire dialoguer tous ces applicatifs, on construit une sorte, au cœur de cette architecture, une sorte de colonne vertébrale avec des interfaces. On simplifie aujourd'hui avec des API, un certain nombre de petites bêtes qui s'appellent des middleware qui rendent tout ça simple, et aussi des référentiels communs. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée de ce qu'on a fait. Donc sur des process matures, standards, on attend un peu plus de compliance, drivé par la finance, notamment sur notre procure to pay au niveau du siège notamment. On est parti vers un acteur reconnu du marché, Coupa. Là-dessus, on a construit vraiment sur cette brique qui est pour nous vraiment leur point fort. Par contre, conscient des limites que peut avoir Coupa pour remplir certains de nos autres besoins métiers, certains de nos attentes, on est parti sur des acteurs plus qu'on appelle best of breed, les meilleurs de leur créneau. Donc des startups principalement spécialisées sur une partie du process. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple sur Perangusta. Donc Perangusta, c'est une brique collaborative
qu'on a mis en place autour de notre outil de Procure-to-Pay, autour des achats indirects du siège d'accord. C'est à peu près 500 millions d'euros d'achats. Donc, on est parti sur cet outil pour fédérer les équipes transverses, achats et finances, pour les fédérer autour du portefeuille d'initiatives et de projets achats et les fédérer sur de la collaboration pour la validation des gains achats. Et donc, on s'est tourné vers Parangusta parce que c'est un outil qui nous a vraiment séduit par ses fonctionnalités. Il a été monté par un ancien des achats. Et on s'est rendu compte que tout de suite, les équipes accrochaient et que ça permettait de valoriser la fonction auprès des autres services, notamment. Voilà, donc ça, c'est un des exemples. On a aussi Scan Market, qui est une société danoise qu'on utilise sur nos process de source to contract. On a été bluffé vraiment par la simplicité d'utilisation. On a des choses très basiques pour les utilisateurs novices. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a aussi un certain nombre de fonctionnalités qui permettent vraiment un peu plus d'épicer les appels d'offres en ligne. Donc voilà, ça c'est le type d'outil. Alors donc, cette logique, on utilise les gros acteurs leaders sur les briques où ils sont fortes. Quand ils sont pas bons, on prend des petites startups qui répondent à nos besoins. Et puis quand on trouve pas, sur des process un peu stratégiques, on part sur les approches plutôt de make or buy. Du coup, on fait nous-mêmes. Et donc, on a construit l'approche de Digital Factory en lien avec un intégrateur et une plateforme de développement agile qui nous permet de développer nos applicatifs sur mesure. Donc, c'est vraiment du tailor-made. C'est ce qu'on a fait notamment sur un outil qui nous permet de gérer nos clauses contractuelles, qui permettent de générer un certain nombre de revenus pour le groupe sous forme de commission de service, donc de revenus générés auprès des fournisseurs en fonction notamment du volume d'affaires qu'ils réalisent avec nos clients, mais aussi d'un certain nombre de critères un petit peu plus complexes. Et donc, il y a une vraie mécanique qui est assez complexe qui se met en œuvre. On n'a rien trouvé sur le marché qui répondait à nos besoins. Et donc, on l'a construit nous-mêmes avec cette approche de Digital Factory. Voilà, ça c'est le deuxième message que je voulais faire passer sur cet écosystème applicatif qui peut être monolithique. Et le troisième message, c'est autour de la maîtrise des données qui s'inscrit au cœur de la transformation achat. C'est vrai qu'on l'a vu au début de la présentation, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, l'une des initiatives, on en a plusieurs, mais autour de la maîtrise de la donnée, une qu'on a lancée, c'est comment donc mettre à profit la data science pour construire des modèles de prédiction pour nous permettre de mieux comprendre les comportements d'achat de nos hôteliers et faire croître notre business hôtelier. Donc là, on est parti d'un vrai challenge pour nous, d'un vrai angle mort sur les données, sur nos données, qui est que si on dispose des données comptables, on a accès aux outils, aux ERP de 40% des clients sur du parc hôtelier Accor, on a l'ensemble, enfin la grande majorité des clients pour lesquels on n'a pas accès aux données. Donc, on est un peu dans le noir pour savoir ce qu'ils consomment et la part de marché qu'on représente chez eux. Donc, on a d'un côté un certain nombre d'informations qui décrivent ces hôtels, c'est-à-dire qu'on sait où ils sont situés, on connaît leur nombre de chambres, on connaît, alors s'ils ont un restaurant, le chiffre d'affaires restauration, le nombre de couverts, donc on a un certain nombre de points de données, mais on n'a pas les données précises sur exactement ce qu'ils achètent hors des achats référencés qu'ils font chez nous, quelle part des achats on représente auprès d'eux. Et donc, on a collaboré donc, avec l'équipe de data scientists d'Argon pour construire un modèle prédictif qui nous permettait d'estimer les achats totaux de nos clients hôteliers, d'estimer la part de marché qu'on avait auprès d'eux. Donc, on a réuni 4 bases de données, 3 années d'historique, une trentaine de critères de données. Et on a croisé tout ça via une approche de machine learning qui nous a donné des résultats assez satisfaisants, aussi bien en agrégé qu'au niveau des hôtels, avec à peu près 85% de fiabilité sur nos familles clés. Donc l'idée derrière, c'est qu'on a décliné cette approche assez théorique sur quand même des use cases assez. Donc on est en train de le décliner sur ces use cases assez concrets. Une des premières approches, c'est une approche un petit peu macro, on va dire, de cartographie des opportunités commerciales, où au niveau macro-budgétaire, on est capable de comprendre les différentes parts de marché par pays, les potentiels de croissance des volumes d'affaires qui sont générés par grande famille, par pays. Et donc, sur une approche un petit peu top management, de se dire, notamment budgétaire, quels sont les pays, les familles sur lesquels on veut investir. Alors, soit d'un côté en accompagnement commercial pour convaincre les clients de la pertinence de nos offres, de nos fournisseurs, ou alors qu'on a des problèmes de marketing de notre offre, donc concrètement on n'a pas les bons fournisseurs ou pas les bonnes offres, et être capable de l'améliorer.
Donc ça, c'est un petit peu donc, macro. Ensuite, on a un autre projet un petit peu d'hôtel Spend Analytics on the go, on va dire, avec faire disposer de nos équipes commerciales d'outils de mobilité pour avoir une certaine identification des priorités de visite dans leur journée, accès sur site aux différentes données de potentiel commercial, pouvoir benchmarker un hôtel par rapport à d'autres sites et établissements comparables. Donc des outils qui peuvent servir à ces forces de vente qui poussent nos offres achats auprès de nos clients sur le terrain. Et le dernier point, c'est au niveau du controlling, du contrôle de gestion, du management de la performance achat, pouvoir disposer de tableaux de bord qui permettent de voir où on en est, de comprendre notre position par marque, par catégorie, notamment au niveau des business reviews. Voilà, en gros, nos différents projets de transformation achat. Merci Clément. Je vous propose de changer de registre avec GRDF et donc de donner la parole à Mathieu. Ouais, rebonjour à tous. Donc, GRDF, pour vous donner pour positionner le contexte, hein, c'est une entreprise qui est relativement jeune dans ses statuts, qui est née le 31 décembre 2007, qui pèse aujourd'hui 3,5 milliards de chiffre d'affaires pour à peu près 11 500 salariés, qui est filiale donc à 100% du groupe Engie. Notre activité, c'est principalement c'est la distribution du gaz naturel en France, sur à peu près 9600 communes pour 11 millions de clients finaux. Nos activités, c'est en premier lieu bien sûr la sécurité et la qualité de fourniture. C'est le développement de l'énergie gaz. C'est aussi la décentralisation et la décarbonation de l'énergie gaz au travers notamment de la promotion des gaz renouvelables et des sites de production, notamment de biométhane. Et c'est l'accompagnement des économies d'énergie avec notre projet phare qui s'appelle Gaspard et qui prévoit donc l'installation de compteurs communicants chez nos 11 millions de clients. Côté achat, pour faire un zoom plus précis sur notre organisation, les achats de GRDF, c'est à peu près 1,4 milliard d'euros. Donc répartis en 50-50, enfin de moitié-moitié entre des achats métiers, travaux, services techniques et matériels, et des achats indirects de fonctionnement, dont une grosse activité sur le marché de l'IT. Notre organisation achat, elle est très centralisée avec 60 acheteurs positionnés en centrale, mais par contre, elle est très décentralisée au niveau des approvisionnements, avec jusqu'à 4000 approvisionneurs ou chargés de commande sur cette activité, donc approvisionnement. Pour en venir maintenant au sujet précis de la transformation digitale, GRDF donc, a lancé s'est mis sur le chemin de la transformation digitale en 2018 en saisissant l'opportunité de la refonte de notre projet P2P. On y était contraint suite à des décisions de notre autorité de régulation qui nous imposaient de marquer notre indépendance vis-à-vis du groupe Engie, vis-à-vis de notre actionnaire majoritaire sur ces outils donc de P2P puis ensuite de source. Donc, on a cherché à moderniser finalement notre outil et à aller chercher le maximum de gains de performance qui pouvaient nous être apportés par les solutions qu'on pouvait trouver sur le marché. Ces opportunités, donc on les a développées majoritairement au niveau central de l'entreprise, en instruisant le dossier avec des techniciens au travers de notre plutôt de la compétence métier, plus ensuite plutôt que de l'usage qui allait en être fait, de la mise à disposition de nos techniciens, enfin de nos utilisateurs sur le terrain. Et les résultats de cette première expérience, donc très centrale, qui se voulait plutôt une expérience outil qu'une expérience vraiment de transformation digitale, ça a été qu'on a réussi partiellement, on a échoué partiellement
à développer la solution qui était initialement prévue. On a réussi à généraliser une solution de Procure to Receipt, mais on a échoué à mettre en marche une transformation au niveau de nos équipes de de paiement et de comptabilité. Et donc, on a été obligé de renoncer à la généralisation du module paye. Donc, on y a renoncé relativement tardivement, hein, alors que le projet était lancé dès début 2018. On y a renoncé en octobre 2019. Donc, ça a été un traumatisme important dans notre fonctionnement. Ça a été un traumatisme important aussi dans notre relation aux outils, à ce qu'on pouvait trouver sur le marché, à est-ce que GRDF était réellement adaptable à une transformation digitale? Est-ce qu'ils étaient capables d'aller chercher tout ce qui était vendu ou tout ce qui était promis, entre guillemets, par les outils? Et on a profité de l'opportunité en 2019 de la refonte de la deuxième partie de notre solution applicative Source to Pay. Donc, cette fois-ci, on s'est concentré sur le module source pour instruire un projet beaucoup plus fédérateur, impliquant l'ensemble des parties prenantes. Donc là, on a tourné le projet non plus sur l'outil, mais sur les besoins des bénéficiaires et dans ces bénéficiaires, y compris nos fournisseurs et nos parties prenantes externes. Et là, on est aujourd'hui dans un déploiement qui est en cours d'une solution Oalia. Donc, au contraire, la première solution P2P, c'était une solution Coupa. Là, on est sur une solution Oalia beaucoup plus qui correspond mieux à qui correspond mieux, disons, à l'ambition digitale qu'on avait autour de cette solution source, et ambition digitale plutôt prise au sujet par le volet managérial que par le volet technologique. Et grâce à ça, on a réussi à développer, à mobiliser et à faire bouger les lignes en termes d'intégration finalement de l'expérience fournisseur dans toutes nos approches, y compris des approches qui sont de plus en plus éloignées de cet outil source. Et c'est fort de cette première expérience plutôt positive fin 2019 et qui se poursuit aujourd'hui avec l'instruction et la livraison, la généralisation qui devrait avoir lieu à la fin de l'année 2020, qu'on est revenu vers des ruptures technologiques, alors ce qu'on appelle pour nous des ruptures technologiques, mais notamment liées à la robotisation ou au cloud. Des choses desquels on s'était détourné suite à l'échec partiel de notre solution P2P. On y est revenu avec une approche beaucoup plus collective et qui implique beaucoup plus le métier et la finalité du besoin plutôt que la nature et l'accès aux moyens. Et donc, on a des expérimentations qui sont en train de se mettre en place là via l'opérateur, via Redwood, sur des petits segments aujourd'hui de notre activité approvisionnement. On a par exemple des référentiels fournisseurs qu'on est en train de robotiser pour les intégrer automatiquement, pour assurer la liaison automatique entre Oalia et SAP, et assurer la cohérence de nos données sur l'ensemble de notre schéma directeur applicatif. On a aussi mis en place des robots pour automatiser des activités qui aujourd'hui, qui nous permettent donc sur une grosse douzaine de milliers d'actes, sur 250 000 factures à peu près adressées chaque année, sur 12 000 actes, on a réussi à gagner 3 minutes par acte. Donc, on met en place progressivement cette robotisation pour apporter non seulement de la performance économique finalement, mais aussi du confort d'utilisation et plus de sens aussi à notre activité, en nous réinterrogeant plus loin que sur les simples outils
et le simple traitement applicatif sur les process qui régissent nos activités. Et puis la quatrième étape de notre transformation digitale, c'est finalement de revenir à quelque chose qui pouvait être un peu derrière nous, qui pouvait paraître simplement comme un projet SI. C'est la migration SAP S/4HANA, où on pouvait être simplement considérer qu'on était simplement dans une transformation d'outils. Et au début de cette année, on s'est complètement réinterrogé sur la transformation qui accompagnait justement cette migration. Et on s'est beaucoup plus orienté aujourd'hui vers une transformation digitale qui nous permet de réinterroger, de transformer nos organisations et nos modes de fonctionnement par le biais d'un projet SI, mais surtout par le fait de travailler de manière beaucoup plus globale, d'aller chercher de la performance aux interfaces, de réinterroger nos interfaces. Et un projet qui pouvait être simplement un projet SI est devenu un projet qui aujourd'hui permet de fédérer à la fois les équipes achats, les équipes finance et performance, les équipes comptables dans un vrai projet, cette fois-ci un projet managérial et un projet d'entreprise. Et puis pour nous, c'est aussi grâce à ce qu'on a découvert sur le cloud, sur la robotisation, on va aller rechercher beaucoup plus à travers ce projet une opportunité de structuration de notre data lake. Aujourd'hui, on a comme n'importe quelle entreprise, des données qui sont en volume très important, qui sont désordonnées, qui sont accessibles qui sont difficilement accessibles via différentes applications. Ces applications peuvent être même amenées à déstructurer des données qui avaient été structurées par l'application précédente. Et on réinterroge du coup par le biais de cette migration l'ensemble de cette structuration. Donc, pour conclure là sur cette intervention, pour nous, ce cheminement et cette approche de la transformation digitale, finalement, elle va s'appuyer simplement sur des outils. Elle est plus faite simplement par une transformation de nos solutions applicatives. La transformation digitale, c'est avant tout une transformation managériale, voire même une transformation sociale. Et la transformation digitale, elle commence aujourd'hui pour GRDF dès le lancement du projet, dès l'évocation du fait de pouvoir intégrer un nouvel outil pour mieux réinterroger les process qui peuvent exister aujourd'hui. Merci Mathieu. Nous allons passer à l'avant-dernière partie avant les questions. Je vais laisser la parole à Xavier pour vous donner un peu notre retour de notre évaluation de la maturité digitale et quelques enseignements. Merci Aldric, merci à nos témoins pour la qualité de ces retours d'expérience. Donc, avant de partager les principaux résultats de l'étude qu'on a menée ces derniers mois auprès d'une vingtaine de donneurs d'ordre, à la fois composés de grands groupes, mais aussi de TI de secteurs variés, on souhaitait partager avec vous notre outil, qui est un outil unique. Certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est donc l'outil SC Prime. C'est un outil qui consiste à évaluer les pratiques et les process sur toutes les dimensions des opérations. Et cet outil, on l'a enrichi avec tout le volet de l'évaluation de la maturité digitale achat. Donc, l'analyse se fait autour de 7 thèmes, de l'élaboration de la vision et de la stratégie jusqu'à l'évaluation des initiatives digitales et permettre de positionner à la fois l'organisation en termes de maturité par rapport à ses pairs, mais aussi et surtout par rapport aux meilleures pratiques du marché. Et l'avantage principal de cet outil est de permettre d'identifier de manière très rapide et très opérationnelle les axes d'amélioration et de définir une feuille de route opérationnelle. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet et qu'on vous restitue les principaux éléments de l'étude qu'on a réalisée. Donc le premier élément clé qui concerne tout d'abord la répartition des investissements dans les solutions et dans les technologies achats. Donc malgré une hausse importante finalement des budgets des organisations, on constate quand même une forte proportion
des investissements qui restent focalisés sur des logiciels SaaS ou on-premise, sur des processus qui sont finalement déjà établis, comme le source to contract ou le procure to pay. Donc, le premier constat qu'on fait, c'est que finalement, il y a quand même peu d'acteurs qui orientent leurs investissements dans les nouvelles technologies, de manière générale, de type intelligence artificielle ou RPA. Et cela met quand même en lumière un certain manque de vision. Voilà. Donc, on va vous solliciter pour un premier sondage. On souhaiterait donc vous solliciter pour connaître dans quelle technologie vous avez vous-même orienté vos investissements. Donc, vous devez avoir normalement sur votre écran un choix de différentes options qui reprennent ce que vous avez à l'écran. Donc, on se donne 2 minutes, ou 1 minute plutôt d'ailleurs, pour avoir vos retours que je partagerai avec vous. Bon, effectivement, vous l'avez compris, les témoins que nous avons choisis ne rentrent pas complètement dans le cœur de ce qu'on a pu collecter, mais c'est à dessein aussi pour se donner un peu d'espoir aussi sur le fait que certains prennent les sujets à bras-le-corps et avec succès. Allez-y, vous êtes à peu près la moitié à avoir pris position, donc encore 20 ou 30 secondes pour que les derniers puissent répondre. Alors, je vais vous partager avec vous les résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, l'essentiel est assez équilibré entre le P2P et le S2P. Les principaux sujets suivants tournent autour de la data analytics et du RPA, avec quand même un quart d'entre vous qui nous disent qu'il n'y a pas eu d'investissement récent. Donc, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure. Voilà, là, vous devez le voir maintenant. Excusez-moi. Avec peut-être des cas où vous avez effectivement de l'avance et donc pas eu de nécessité à investir. Merci à tous. Donc, finalement, ce manque de vision stratégique se confirme en fait dans notre étude quand on regarde les capacités déployées par les organisations. Je crois qu'on voit toujours le pop-up. Non, c'est bon. Et quand on compare donc les capacités déployées par les organisations versus les top performers. Et en général, le constat, c'est qu'on ne passe finalement pas assez de temps à réfléchir à la vision de ce que doit être le digital achat dans 3 ou 5 ans au sein de l'organisation. De même, les investissements dans le capital humain restent trop faibles pour véritablement porter la révolution digitale, que ce soit en termes de recrutement de nouveaux profils, type data scientist, ou en termes de développement de nouvelles offres de formation pour accompagner la montée en compétences des acheteurs sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils. Or, comme le disait tout à l'heure Mathieu, la mobilisation humaine et collective est un vrai facteur clé de succès dans la transformation digitale. Et cela se traduit aussi par l'absence ou le manque de pilotage de la performance des initiatives digitales. Notre étude montre qu'on ne prend pas assez en compte le ROI des actions et surtout, on ne mesure pas toujours ce ROI et qui n'a finalement peu d'impact sur les réorientations possibles de notre feuille de route digitale. Donc voilà les principaux éléments qu'on souhaitait partager sur l'étude. Par rapport à ces constats, donc, quelle est notre vision du modèle opérationnel achat de demain? Quels sont les grands leviers qu'il faut mettre en place? Notre conviction avec Aldrich, Argon & Co, c'est qu'il faut tout d'abord mettre de l'intelligence sur les activités stratégiques, les activités génératrices de valeur. Ça concerne donc principalement le source to contract. Aujourd'hui, le category management a la possibilité de s'enrichir grâce à l'IA, grâce au machine learning. Les acheteurs peuvent définir désormais des stratégies achats qui reposent sur des critères multiples, business et techniques. Les données, on en parlait tout à l'heure, c'est le nouvel or noir des achats. Elles doivent être à la fois fiables et visibles.
mais il faut aussi aller au-delà en donnant du sens aux données, comme le montrait tout à l'heure Clément de chez Accor. Et l'exploitation de ces données doit permettre aux acheteurs d'identifier peut-être des opportunités de croissance, de capturer des innovations fournisseurs, mais aussi bien évidemment d'améliorer la bottom line. Donc, dans un contexte actuel de crise économique et sociale, il y a aussi un enjeu fort, c'est le SRM qui doit, lui, être plus proactif et qui est un facteur clé de succès pour nous afin de réduire le degré d'exposition au risque de rupture d'approvisionnement des organisations. Et concernant les activités transactionnelles, donc là, notre conviction, c'est on croit véritablement en un changement de paradigme des activités transactionnelles. Donc, ça concerne tout le procure-to-pay. Cédric Le Savéran a parfaitement illustré ce changement à travers la refonte de l'offre de service de Technicolor. Donc, pour nous, ce changement est indispensable. Il faut absolument arrêter de tout vouloir contrôler. Il faut accepter aussi de rendre autonomes certaines transactions qui peuvent l'être, des transactions qui peuvent être gérées en autonomie par les prescripteurs eux-mêmes. Il faut aussi mettre en place de nouveaux canaux achats. Les marketplaces, aujourd'hui, sont en forte croissance et apportent des réponses simples et efficaces pour gérer, par exemple, tout ce qui est pay spend et aussi répondre aux nouvelles attentes de vos clients internes qui attendent sur certaines familles d'achats les mêmes codes que le B2C. Voilà, donc on va vous solliciter une nouvelle fois pour essayer de comprendre quels sont, vous, les leviers, les actions que vous allez déployer prochainement pour transformer et accompagner la transformation digitale de vos organisations. Donc, de la même manière, vous avez sur votre écran des choix multiples. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis, nous intéresse. Comme vous avez pu le voir hein, dans les 3 témoins, et on le reprendra, il y a quelques questions qui commencent à monter à venir sur combien de temps on met pour mettre en place toutes ces solutions, quel type de bénéfices on a. C'est important, comme l'a dit Xavier, de savoir où on veut aller pour être sûr qu'on répond à la bonne question et qu'on n'est pas en train de mettre en place des outils uniquement pour son propre bénéfice et sans se poser les questions des clients, des fournisseurs qui sont souvent les parties manquantes des projets de transformation. Encore un petit effort, vous êtes 60% à avoir voté, donc n'hésitez pas, je vais partager avec vous, mais les marketplaces sont en tête pour le moment, suivis assez proche par la catégorie C. Donc je pense que Cédric aura sûrement des choses à commenter sur ce sujet-là qui lui est cher. Allez, je vous laisse encore 20 secondes pour les derniers. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez bien les résultats? Donc voilà, donc comme je vous le disais, ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement les marketplaces ont le plus d'intérêt, suivis par de peu par les achats de catégorie C, qui ne sont pas forcément une surprise. Et puis le 3e point autour de la donnée, de la visibilité et du prédictif. Avant de prendre vos questions, et on en a déjà quelques-unes, on voulait conclure cet échange par 5 points qui nous paraissent importants pour se donner un peu de perspective. Comme vous l'avez pu le voir, c'est important aujourd'hui de se donner de la visibilité, de savoir vers qui on veut s'orienter, où est-ce qu'on veut aller. 2e point qui est clé pour nous, et aussi bien Clément, Mathieu et Cédric l'ont évoqué, c'est qu'il faut être en mesure de bien comprendre quelle est la capacité de l'organisation à intégrer toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux savoir-faire, et ça ne va pas se faire à leur dépens. 3e point, et qui n'est pas toujours aujourd'hui le plus simple, je l'ai évoqué au début, on a des technologies qui évoluent, on a un parterre de fournisseurs qui est de plus en plus foisonnant, et c'est important de maintenir, à notre sens, une veille active pour être capable de sélectionner les bons partenaires ou les bonnes technologies clés au bon moment.
repenser de manière dynamique son offre, d'être capable de s'adapter. Vous l'avez vu dans les 3 cas et les résultats de notre enquête. Et un point important et qui ressort dans certaines de vos questions, c'est important de trouver les sujets qui vous permettent d'avancer rapidement, d'avoir des premiers résultats sans être uniquement sur des mises en œuvre longues et laborieuses qu'on a tous connues sur des projets un peu emblématiques de RP il y a quelques années. Mais ce qu'on voit dans ces transformations, c'est que ça marche beaucoup parce qu'on est capable de donner des résultats assez vite. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions-réponses. Je vais prendre les premières questions qu'on a eues. Il y en a une qui est plus particulièrement pour Clément. Et donc, certains de nos spectateurs voudraient savoir combien de temps il vous a fallu pour créer l'ensemble de cet écosystème digital. C'est une très bonne question. Je vais être très humble par rapport à ça. Moi, ça fait 3 ans que j'ai rejoint les Accor et le digital chez Accor, donc chez Astor. Donc, il y a des briques, on a mis en place là, sur ces 3 ans la majorité des briques. Après, il y a encore des choses à faire et on peut toujours aller plus loin. Mais je pense que la question par rapport à ça, si elle est autour un peu du retour sur investissement, je pense que voilà, il faut choisir ses combats de façon à essayer d'avoir des gains rapides, des quick wins sur certains sujets pour quelque part construire de la crédibilité sur des projets qu'on sait un petit peu plus de longue haleine, de long terme, qui apporteront leurs résultats un petit peu plus tard. Donc, il faut vraiment avoir cette logique un peu de bon paysan, je dirais. Et et c'est vrai que l'approche agile pousse un peu à faire ça via cette logique de minimum viable product, MVP, de sortir dès qu'on a un produit qui répond à peu près aux demandes ou qui remplit un certain nombre de fonctionnalités, d'être capable de le proposer. Nous, par exemple, sur la partie Digital Factory, c'est quelque chose qu'on a fait. En fait, donc sur un des process qui est important pour nous, qui est la capacité qu'on a de challenger les fournisseurs par rapport au chiffre d'affaires qu'ils réalisent avec nos clients. Donc, on en parlait aujourd'hui, on n'a pas forcément cette donnée, on a du déclaratif fournisseur, mais on a un certain nombre de clients qui sont disposés à nous participer, à nous donner leur information sur leur volume de dépenses pour qu'on puisse comparer les volumes d'affaires et donc calculer au plus juste nos revenus, nos commissions de service qu'on va récupérer auprès des fournisseurs. Donc là, on avait construit un modèle en 1 mois et demi, on avait construit un outil. Et 3 mois après, on l'avait mis en œuvre et on pouvait en récolter les fruits puisqu'on a généré 700 000 euros de revenus additionnels pour la centrale d'achat via cette approche. Donc voilà, on avait ciblé cette première brique qui nous a permis d'obtenir des résultats au bout de 4-5 mois comme étant la première étape dans notre process de Digital Factory et derrière, voilà, les autres après arrivaient par vagues successives et certaines prenaient bien sûr plus de temps. Voilà. Parfait. Merci Clément. On a une autre question qui tourne autour de la relation fournisseur, client-fournisseur. Comment s'assurer que toutes ces initiatives digitales n'alourdissent pas finalement les processus et la relation client-fournisseur? Peut-être Cédric pour compléter ou en tout cas donner sa vision. Oui, alors en fait, c'est pas la transformation elle-même qui va alourdir, c'est peut-être la façon dont on le fait. Donc je pense que c'est un bon point. Il faut faire attention. C'est ce qu'on voit en fait, c'est que je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire à partir du moment où vous mettez des approbations qui peuvent se passer directement dans l'email ou voire par application mobile, vous pouvez avoir une tendance à ajouter des steps de validation. Si je prends un exemple, c'est exactement ça. Et donc là c'est au projet, c'est au lead de cette transformation-là de faire attention à ça, en fait. Mais il n'y a pas de miracle, quoi. C'est vraiment c'est un point d'attention à avoir, effectivement. Et je comprends qu'on peut tomber effectivement facilement dans le piège. D'accord. Clément l'a un peu évoqué, mais c'est peut-être intéressant d'avoir aussi la vision de Technicolor et de GRDF sur au bout de combien de temps vous voyez des vrais effets d'accélération
dans la performance et dans le niveau, les nouvelles offres et les services rendus? En fait, dès le quasiment, je peux pas faire. Ouais, je vais le dire quand même, mais opérationnellement, après, il faut que ce soit mis en œuvre, mais dès le début, dès le lancement du projet, avec, sur le source, on a vu des impacts sur sur notre process, sur la façon de s'impliquer dans ce processus, sur l'image aussi que pouvait avoir le process et sur la compréhension qu'il pouvait avoir, sur le sens que ça pouvait refléter pour les différents utilisateurs. Donc, dès le début, on voit de la transformation, entre guillemets. Après, bien sûr, sur le ROI, comme le disait Clément tout à l'heure, sur le ROI des applications. Ah. On vous a perdu, Mathieu. Mathieu, il faut que vous repreniez à ROI. Il faut que vous repreniez à ROI. Oui, sur le ROI, c'est positif. Mais on va pas au bout de ce que nous permettent les différentes solutions applicatives. Et ça, c'est quelque chose aussi, en tout cas pour moi, avec lequel j'ai dû me familiariser. Parce que c'est aussi de voir tout ce que pourrait permettre et de savoir faire des renoncements sur. On ne va pas y aller parce que sinon on risque de perdre plus que ce qu'on va gagner. C'est aussi des choix managériaux qu'on a été obligé de faire et sur lesquels on est avec lesquels on est aujourd'hui plutôt content, plutôt heureux de vivre. On sait où on sait s'arrêter. On sait expliquer aussi managérialement à nos équipes qu'on a su s'arrêter, qu'on a su les écouter, qu'on est quand même allé chercher des gains de performance et qu'il faut qu'ils aillent les chercher. Mais voilà, c'est toute cette raison finalement qui se met autour qui est embarquée par cette transformation est positive, et rentable entre guillemets, et rémunératrice dès le début, dès le lancement du projet. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre entretien. Merci à Cédric, Mathieu et Clément d'avoir partagé avec nous ces 3 retours d'expérience. J'espère que vous y avez trouvé votre intérêt. Je vous diffuserai à tous les participants quelques éléments de présentation dans les prochaines heures. Et puis, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec un petit questionnaire où j'ai 2-3 questions sur la manière dont ça s'est déroulé, ce que vous y avez trouvé, ce que vous étiez venu y chercher. Et prenez 2 minutes pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous, bonsoir. Merci à tous, au revoir.